Je vous pose la question, qui est un danger pour la paix dans le monde? Qui a détruit le gazoduc Nord Stream? Qui est à l'origine de l'effondrement de l'économie allemande et de l'économie française? Qui nous force à acheter des gaz de schiste à des prix faramineux? Ne restez pas les otages de ces salopards qui vous manipulent depuis 15 ans. Qui est en train de rendre l'économie française et l'industrie française pour toujours, ou en tout cas pour très longtemps, non compétitives? C'est la faute des Arabes. Qui a installé sur son ambassade à Paris un système d'écoute? Qui a écouté Angela Merkel ou le président Hollande ou même dans le président Macron? Et on le sait, ça a été avoué. Madame Merkel, toutes ces conversations via le Danemark, la NSA américaine, mais l'ensemble de nos premiers ministres vous écoutent. Que fait l'Europe? Rien du tout, non, sorry, on va essayer de parler pas trop vite la prochaine fois au téléphone, comme ça vous entendrez mieux nos conversations. Et on dit rien. Pourquoi? Parce que c'est les États-Unis d'Amérique. Les Français aiment l'Amérique. Ils l'aiment grande. Ils l'aiment immense. Ils l'aiment à la hauteur des rêves que nous faisons pour ce grand pays et cette grande société. Grand Angle qui pose aujourd'hui cette question, est-ce la fin du dollar? On avait bien compris qu'ils se sont manifestés tout seuls avec son petit panneau le dollar c'est de la daube. On se faisait bombarder Tripoli, on se faisait envahir Bagdad, on se retrouvait avec une guerre à Moscou. C'était possible quand les Américains pouvaient shooter un après l'autre tous les trublions. Ben là, si d'un seul coup il y en a 50, vous ne pouvez plus rien faire. Je vais rentrer chez moi, ça va plus de crier. Je vais rentrer chez moi. C'est un moment dur pour tout le monde, Rambo. Chaque soir, je me demande pourquoi tous les pays sont obligés de commercer en dollars. Pourquoi une banque comme les BRICS ne pourrait-elle pas avoir une monnaie capable de financer les relations commerciales entre le Brésil et la Chine et entre autres les autres pays des BRICS? Qui a décidé que le dollar serait la monnaie de référence mondiale? Oui. Bonne question, Eddie. Ça remonte à Bretton Woods en 1944, où on a dessiné le nouveau système financier international. Oui, et qui s'est organisé autour de la puissance dominante, qui était les États-Unis. La monnaie dominante est celle du pays qui domine. Et les États-Unis ont dominé pendant 60 ans, 70 ans, d'un point de vue économique, d'un point de vue militaire, il ne faut jamais oublier ça. Et le dollar était une valeur refuge. L'ordre international est bousculé de manière inédite. Nous le vivons tous ensemble, ce monde. Et vous le connaissez mieux que moi, mais nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Un grand bouleversement qui se fait sans doute pour la première fois dans notre histoire, à peu près dans tous les domaines, avec une magnitude profondément historique. Nous nous étions habitués à un ordre international qui, depuis le XVIIIe siècle, reposait sur une hégémonie occidentale. Vraisemblablement française au XVIIIe siècle, sans doute britannique au XIXe grâce à la révolution industrielle, Ouais, c'est pas faux. et raisonnablement américain au XXe, grâce aux deux grands conflits et à la domination économique et politique de cette puissance. Enquête sur 50 années d'influence secrète. France-Afrique, l'argent roi. La France, économiquement, n'a pas besoin de l'Afrique. Qu'est-ce que tu me racontes là? C'est une réalité. Non mais attends, je suis désolé. Non, je vais le dire. Non. Nous respectons la France, nous respectons le peuple français. D'ailleurs, il n'y a pas de problème entre le peuple français et le peuple malien, mais l'attitude des autorités françaises doit changer. Ils écrasent les petites gens. Ils n'ont que ça. Ils ne voient pas, ils ne nous écoutent pas. Ils nous méprisent. On est dans une période où de plus en plus de dirigeants ou de jeunesse africaine bombent le torse vis-à-vis de la France, en expliquant bien qu'ils ne sont pas contre le peuple français, mais contre la politique africaine ou le rôle des multinationales françaises, mais pas que, en Afrique. Allez manger ça à toutes les télévisions! Le jour où l'Afrique apprendra à gérer intelligemment tous ces gens qui veulent, tirer parti de ces richesses, elle deviendra la première puissance mondiale parce qu'elle aura à la fois la jeunesse, la démographie, les matières premières et la capacité à gérer la nature. C'est la puissance africaine. Mais c'est clair. Mais oui, c'est clair.
400 ans d'esclavage, 350 ans de colonisation, ça ne s'efface pas comme ça. Et on a toujours le sentiment, nous, Blancs, que l'on doit aider le Noir à s'intégrer chez nous. On doit aider l'Arabe à s'intégrer. On a une espèce de paternalisme qui traîne comme ça, toujours et toujours. Je vais vous raconter une histoire d'un ami à moi que je ne citerai pas parce qu'il ne m'a pas autorisé à le faire et qui ne sait même pas que je veux parler de lui, qui est chirurgien. C'est un très grand chirurgien. Il change le cœur et les poumons des gens. Il se trouve qu'il est algérien. C'est la misère noire avec les colons. Il a fait ses études en France et on le laisse faire son travail de chirurgien tant qu'il opère. Lorsqu'il demande à être entendu, à être professeur, à dire, par exemple, on pourrait faire fonctionner l'hôpital différemment, on lui fait comprendre qu'en tant qu'Algérien et en tant qu'homme accueilli chez nous, il faut qu'il la ferme. C'est un peu comme s'il travaillait dans un garage, on lui dit, tu sais réparer les bagnoles, mais tu dirigeras jamais le garage. Les Français aiment l'Amérique. Ils l'aiment grande. Ils l'aiment immense. Ils l'aiment à la hauteur des rêves que nous faisons pour ce grand pays et cette grande société. Les États-Unis, l'impérialisme américain, sont intervenus en Chine en 1945-1946, en Syrie en 1949, en Corée 1950-1953, en Chine 1950-1953, en Iran en 1953, au Guatemala en 1954, au Tibet entre 1955 et 1970, en Indonésie en 1958, la baie des Cochons à Cuba 1959, en République démocratique du Congo entre 1960 et 1965, en République dominicaine en 1961, in Vietnam 10 jaar, 61-73, in Brazilië 64, in de Republiek of Congo 64, in Guatemala weer eens 64, in Laos 64 tot 73, en République dominicaine 65-66. Je n'ai pas encore fini, chers collègues. Je suis stupéfait à quel point on ne comprend pas notre pays, tous ces gens-là qui nous détestent. Je n'arrive pas à y croire car je sais à quel point nous sommes bons. L'impérialisme américain est intervenu aussi en Pérou en 1965, en Grèce en 1967, au Guatemala à nouveau en 67, au Cambodge 69, au Chili avec la démission forcée par la CIA du camarade Allende en 1973, en Argentine en 1976, en Angola les troupes américaines en 76 jusqu'en 92, en Turquie en 1980, en Pologne en 1980, en El Salvador 81, Nicaragua 81, Cambodge 80 95, le Liban, la Grenade, la Libye en 86, en Iran en 87. Les États-Unis d'Amérique sont intervenus en Libye en 89, aux Philippines en 89, au Panama en 1990, en Irak en 1991, en Somalie entre 92 en 94. De Verenigde Staten van Amerika zijn tussengekomen in Bosnië in 95, in Irak weer eens in 92 tot 96, in Sudan in 98, Afghanistan 98, Joegoslavië in 99, Afghanistan in 2001. Les États-Unis d'Amérique sont encore intervenus en Irak entre 2002 et 2003, en Somalie en 2006-2007, en Iran entre 2005 et aujourd'hui, en Libye en 2011 et au Venezuela en 2019. Qu'est-ce qu'on a à dire à ça, chers collègues? Qu'est-ce qu'on peut dire qu'une puissance aussi dominante au niveau du monde est intervenue dans tous ces pays? Quel intérêt avons-nous, la Belgique, avons-nous, les peuples européens, de se lier stratégiquement
avec une puissance aussi dominante. C'est une politique comme allié et ami avec les États-Unis. C'est une politique avec l'administration américaine. C'est une politique de diktat et d'ultimatum. Et je ne suis pas le premier à le dire. Angela Merkel l'a dit la première en indiquant « Nous ne pouvons plus compter sur les États-Unis ». C'est une vérité nette. Et tous ceux qui aujourd'hui ne le regarderaient pas en face, cette vérité, s'aveugleraient. Ça veut dire quoi? Que Donald Trump a mené en bateau Emmanuel Macron avec ses gestes d'amitié, de considération? Emmanuel Macron a fait le chemin jusqu'au bout. Aujourd'hui, nous connaissons le verdict. L'Iran, Gaza, Jérusalem. Est-ce qu'on peut accepter, est-ce qu'on peut considérer que le droit à la sécurité d'Israël, que nous reconnaissons et que nous garantissons, la France a toujours été d'une clarté formidable sur ce sujet, est aussi un droit au massacre des populations palestiniennes. C'est un massacre qui a été commis par les troupes israéliennes. Quand vous tirez sur des citoyens, sur des Palestiniens, des enfants, des femmes désarmés, ça s'appelle comment? This is pure antisemitism. On n'est pas dans un jeu vidéo, on n'est pas dans Age of Empire 1. Les mecs se sont vraiment créés un trébuchet et ils balancent des boules de feu de l'autre côté du mur. Voilà. Devinez quel pays fait ça? Ouais, je vous laisse 2 secondes. Ouais, c'est Israël. Ouais, Israël. Ouais, Israël. Ouais. Discours typiquement antisémite, voilà. Entre Poutine et Biden, vous choisissez qui? Ben vraiment aucun des deux, parce que oui, parce que ce sont des puissances impérialistes toutes les deux. Mais je ne vais pas dire que M. Biden défend la démocratie dans le monde. Qu'est-ce que les Américains en ont à foutre de la démocratie dans le monde? Ils ont rasé un pays comme l'Irak. Est-ce qu'on a demandé à M. Bush d'aller devant le tribunal pénal international? Pas du tout. C'est ça, hein, moi, ça me dégoûte, cette hypocrisie au niveau géopolitique. Donc l'Europe est hypocrite, si je vous suis. Complètement. On est en train de parler maintenant des Ukrainiens. Qui est en train de parler du peuple palestinien aujourd'hui qui se fait massacrer? Personne. François Mitterrand, quelques semaines avant de mourir, il a dit « La France est en guerre et les Français ne le savent pas ». Et il a poursuivi en disant « Les Américains veulent un pouvoir sans partage sur le monde ». Il n'a pas dit les Russes, il n'a pas dit les Chinois, il n'a pas dit les Arabes, il n'a pas dit les musulmans, il a dit les Américains. Je suis stupéfait à quel point on ne comprend pas notre pays, tous ces gens-là qui nous détestent. Les Français aiment l'Amérique. Ils l'aiment grande. Il est grand temps d'arrêter la machine infernale. Alors dès 1965, un homme qui s'appelait Général de Gaulle qui avait dénoncé le privilège exorbitant du dollar. Et donc de Gaulle avait dénoncé ce privilège exorbitant. Il avait même commencé à rapatrier les stocks d'or qui étaient tous détenus quasiment aux États-Unis, à la Réserve fédérale de New York. Je les ai vus, moi, les stocks d'or à l'époque. Il avait envoyé un cuirassé. Oui, tout à fait, pour les ramener. Hein. Et ce qui avait beaucoup indisposé les Américains. Jusqu'aux années 2000, la France était l'un des principaux détenteurs de stocks d'or. Sauf que Nicolas Sarkozy, lorsqu'il était ministre de l'économie et des finances, a commencé à vouloir vendre une partie du stock d'or de la France. Il l'a poursuivi d'ailleurs lorsqu'il était à l'Élysée. Ça y est, je vais faire mon travail. I'm going to do my job. Don't worry. Et Nicolas Sarkozy a commencé à liquider une partie considérable du stock d'or de la France. Exact. Non. Regardez ça. Vous savez ce que c'est? Que je vous montrer à la télé. Eh ben, c'est un billet américain. C'est un billet américain, mais c'était formulé en francs. Et de quoi s'agissait-il? Il s'agissait que les Américains, lorsqu'ils sont arrivés le 6 juin 1944, ils avaient décidé que la France deviendrait un gouvernement d'occupation. Ils nous imposeraient une monnaie qui était en fait un copier-coller du dollar, et ils nous mettraient sous occupation comme l'Allemagne et l'Italie. Oula, on est sur un dérapage complotiste, là. Et De Gaulle a réussi justement... Ça, c'est l'histoire. Oui, mais c'est très important. De Gaulle a réussi à faire en sorte d'interdire la diffusion de ces billets, qui est un vrai, celui-ci, de la série 1944. De Gaulle a réussi à l'interdire, et De Gaulle a réussi à nous faire classer parmi les puissances victorieuses de 1945 et d'avoir un siège au Conseil permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Bonjour à toutes et tous. La France, et j'espère que la Belgique ne suivra pas, envoie des bateaux militaires américains, français en opération avec les Américains en mer de Chine. Mais qu'est-ce que l'Europe va aller foutre en mer de Chine? Qui a mis dans la tête des présidents de la République qu'il y avait un nouvel ordre mondial qui allait s'installer, que de toute façon,
Personne, je dis bien personne, vous rappelez cette phrase de Sarkozy, ne pourra s'y opposer. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Monsieur Poutine. Je suis stupéfait à quel point on ne comprend pas notre pays, tous ces gens-là qui nous détestent. Je n'arrive pas à y croire, car je sais à quel point nous sommes bons. Mais il faut s'arrêter de se raconter des balivernes ici. Il faut s'arrêter. Voici comment, il y a 20 ans, le plus gros mensonge de l'histoire allait tuer des centaines de milliers d'innocents et changer le monde à tout jamais. Ça commence avec cette image historique. C'est le 5 février 2003 et on voit Colin Powell, alors secrétaire d'État américain, expliquer devant le Conseil de sécurité de l'ONU que l'Irak détient des armes de destruction massive. Des inspections de l'ONU effectuées sur le terrain ne trouveront jamais des armes de destruction massive. Colin Powell dira plus tard que cette prestation était une tache sur sa réputation. Je veux dire au monde, à tous les peuples libres, que ces criminels de Washington doivent quitter le pouvoir et que l'homme qui est à la Maison Blanche est un meurtrier. This is pure anti-Semitism. Le droit international interdit de faire la guerre aux civils et de provoquer un sociocide. Ils ont anéanti l'Irak pour pouvoir mettre la main sur Saddam Hussein. C'est l'un des plus grands crimes internationaux depuis la Seconde Guerre mondiale. Un crime a été commis avec la complicité totale des médias grand public, qui ont privé d'antenne des voix critiques comme la mienne. Mais c'était une pure perte de temps. L'invasion de l'Irak était imminente. Il a fallu céder la place à un défilé ininterrompu de généraux, de commandants, d'amiraux à la retraite et d'anciens directeurs de la CIA. Vous, les Américains, vous avez commis le crime d'agression en Irak. Et ces pays du Sud disent, mais est-ce qu'il faut juger George Bush? Pourquoi un George Bush n'est pas jugé de la même façon? Vous y seriez favorable? Non. Non. Pourquoi? Parce que il n'y a pas eu d'accusation à l'encontre du président Bush. Alors s'il y avait eu des abus de pouvoir, oui. Est-ce que ça n'était pas un crime d'agression d'entrer en Irak sur la base d'un mensonge? Non, non. Et que Dieu continue à bénir l'Amérique. On comprend maintenant pourquoi les Américains attendaient la nuit pour déclencher leur feu d'artifice meurtrier. 2 jours, le spectacle serait moins saisissant. Eh oui, on ne sera pas tout le temps là. On ne sera pas tout le temps là. Les Français aiment l'Amérique. Ils l'aiment grande. Regrettez-vous d'être intervenu, d'avoir outrepassé en quelque sorte ce mandat et d'être allé jusqu'à tuer ou de fait faire tuer, livrer le colonel Kadhafi à la rébellion des années après? Vous perdez un État disloqué, des djihadistes qui trouvent des refuges et qui ont bénéficié des armes et une vague migratoire. Vous m'accusez d'avoir fait tuer M. Kadhafi? Ai-je compris cela? Ce n'est pas une accusation. Si la France n'avait pas aidé la rébellion, elle n'aurait pas pu tuer le colonel Kadhafi. Attendez, excusez-moi. Enfin, j'ai même répondu, j'ai même été examiné pour un prétendu trafic de drogue. Enfin, bon, moi qui n'ai jamais fumé de ma vie, vous voyez le truc. Enfin, la drogue avec Saint-Domingue, peu importe. Allez, roulez. On s'attendait au pire. Au moins de ce point de vue, nous n'avons pas été déçus. Jusqu'aux années 2000, la France était l'un des principaux détenteurs de stocks d'or. Sauf que Nicolas Sarkozy, lorsqu'il était ministre de l'économie et des finances, a commencé à vouloir vendre une partie du stock d'or de la France. Il l'a poursuivi d'ailleurs lorsqu'il était à l'Élysée. Ça y est, Okay, je vais faire mon travail. I'm going to do my job. Don't worry. Et Nicolas Sarkozy a commencé à liquider une partie considérable du stock d'or de la France. Exact. Non. Regardez ça. Vous savez ce que c'est? Que je vous montrer à la télé. Eh ben, c'est un billet américain. C'est un billet américain, mais c'était formulé en francs. Et de quoi s'agissait-il? Il s'agissait que les Américains, lorsqu'ils sont arrivés le 6 juin 1944, ils avaient décidé que la France deviendrait un gouvernement d'occupation. Ils nous imposeraient une monnaie qui était en fait un copier-coller du dollar. Et ils nous mettraient sous occupation comme l'Allemagne et l'Italie. Oula. Oula, on est sur un dérapage complotiste, là. Et De Gaulle a réussi justement... Ça, c'est l'histoire. Oui, mais c'est très important. De Gaulle a réussi à faire en sorte d'interdire la diffusion de ces billets
qui est un vrai, celui-ci, de la série 1944. De Gaulle a réussi à l'interdire et De Gaulle a réussi à nous faire classer parmi les puissances victorieuses de 1945 et d'avoir un siège au Conseil permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Qui possède 843 bases militaires dans le monde, alors que la Russie, qu'on nous présente comme une grande puissance dangereuse et impériale, n'en possède que 9, dont 8 dans les anciens pays de l'URSS. Qui nous a forcés à avoir des injections ARNM? Vacciner matin et soir, vacciner 7 jours sur 7. Il faut vacciner jour et nuit, 7 jours sur 7. C'est la seule façon de s'en sortir, et c'est la façon d'ailleurs qui coûtera le moins cher. Quel pays se cache derrière tout ceci? On peut encore dire que c'est la faute des Arabes. Oui, c'est de leur faute. Ah, c'est difficile de regarder la vérité en face. Comme on dit à Clermont-Ferrand, step by step. Hein, voilà. Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Je suis à la tête d'un État qui est, depuis 15 ans, en déficit chronique. C'est la faute des Arabes. Parlons de la dette. Elle était de 900 milliards d'euros en 2002. Elle est donc passée à 1800. Le double. Le double. On peut encore dire c'est la faute des Arabes. Avec une dette publique représentant plus de 44 000 euros par habitant, la France est enquistée dans une équation infernale. Oui, c'est de leur faute. Pour 100 euros, on n'a rien du tout dans le caddie. On n'a absolument rien. Maintenant, tout est hors de prix. Enfin, je veux dire, il y a tout qui s'ajoute. Il y a l'alimentation, les factures, absolument tout, quoi. Les vêtements, tout. C'est la faute des Arabes. Bien sûr, vous avez raison, c'est de ma faute. Tout est de ma faute. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée... C'est de la merde. Non, c'est Cloug. Oui.